Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes député LFI du Val-de-Marne. On commence à avoir dans la bouche de Bastien Auger, disons, un scénario. C'est un gouvernement, le président de la République tenterait un gouvernement avec pas si loin de ce qu'est le gouvernement Bayrou, mais avec des offres sociales, notamment en direction de la gauche, peut-être en direction du RN aussi, pour éviter une censure. Est-ce que vous accepterez cette tentative ? Enfin, pour ma part, non, c'est évident, et pour la part des Insoumis, non, parce que ça veut dire qu'on fait tous le constat qu'il y a une crise politique, que Bayrou, aujourd'hui, n'a pas eu la confiance du Parlement, et très, très, très largement. Et Macron commence à s'exprimer, en tout cas à faire bruisser des choses. Il nous dit qu'il ira vite pour le Premier ministre, on attend de voir déjà, et il nous dit grosso modo que rien ne va changer. Je veux dire, c'est quand même absolument déplorable. J'entendais par ailleurs les commentaires que vous faisiez juste avant que j'entre sur ce plateau, sur la grande offre de M. Attal, d'un négociateur à Matignon. Je rappelle quand même que le cirque des négociations avec M. Bayrou, ça a duré pendant des mois. On l'a déjà eu sur le budget. Et les négociations, ça a donné, pour le Parti Socialiste, qui a accepté déjà à l'époque d'y aller, le conclave bidon sur la réforme des retraites, qui n'a pas permis ni l'abrogation, ni la suspension de cette réforme odieuse. Donc, pour notre part, nous sommes très clairs, nous ne nous ferons absolument pas avoir pour le cirque qui risque d'avoir lieu encore pour les prochains jours. Même question à vous, s'il vous plaît, Julien Audoul. Si demain, un Darmanin, un Lecornu, mais aussi des voix plus à gauche, un Cazeneuve, un Le Drian, un Moscovici arrivent en disant voilà, on refait un gouvernement pas si loin de ce que c'est M. Bayrou, mais avec davantage, disons, de concessions dans vos domaines respectifs. Mais c'est pas la question du casting. En fait, on se moque des acteurs et je pense que les Français se moquent de la composition du gouvernement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un changement de politique. Ça n'a pas changé. Alors c'est vrai que la démocratie, c'est un peu bête. Les Français se sont exprimés en 2024, ont voulu une rupture avec le macronisme. On leur impose toujours, d'une manière ou d'une autre, la continuité du macronisme. Ils veulent en finir avec le matraquage fiscal, avec les impôts pour ceux qui travaillent, avec Emmanuel Macron est président, il a été élu, l'immigration, de guichet social. La cohabitation, ça peut exister. Et aujourd'hui, très clairement, que vous ayez un président de la République qui pense encore qu'il va s'en sortir avec un Premier ministre sorti du chapeau, qui va continuer peu ou prou la même politique qui a fait du mal à la France depuis 40 ans, mais il ira dans le mur. Donc si, encore une fois, nous c'est très clair, si c'est pour continuer à prendre les Français pour des imbéciles en leur disant on va changer, on va vous écouter. Je rappelle que les macronistes, ça fait des années qu'ils nous disent qu'ils écoutent tout le monde. Ils ont multiplié les 49.3, ils n'ont écouté qu'eux-mêmes. Voilà, c'est peut-être le parti qui est le plus auto-centré, qui pense avoir la parole divine et avoir la science infuse. Là-dessus, la réaction, le bilan, il est terrifiant. La réaction des éditorialistes, vous avez rejoint aussi Guillaume Roquette. Est-ce que le président de la République a cette marge? Est-ce qu'il peut nommer quelqu'un qui lui soit encore relativement proche en disant voilà, formellement il le peut, il nomme qui il veut. Oui, bien sûr, il peut essayer, mais je ne vois pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Alors on nous dit, mais c'est quelqu'un de plus accommodant et de plus gentil, qui câline les députés, ça va aller mieux. Mais M. Barnier était d'une courtoisie parfaite, c'est ça qu'on reconnaît un homme de droite aussi, et pourtant ça l'a pas empêché de chuter au bout de quoi, 2 mois, 3 mois. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que un casting, en quoi est-ce que l'imam caché permettrait de sortir de cette crise. Peut-être que ça peut permettre de gagner 2 mois, 3 mois, le temps que tout s'ajuste. Mais il va y avoir un budget. Un budget, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire aller dans une direction, faire des économies. Lesquelles? Est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on baisse les impôts? Et je pense qu'il y a un moment où l'habileté tactique, ça n'est pas en appui. L'habileté tactique, ça va quand vous avez une majorité. Veut dire, vous pouvez faire de la conduite sur glace à condition que vous ayez une bonne voiture. Mais là, les zigzags, à mon avis, ça suffira pas. Pascal Perry. Écoutez, il n'y a pas de bonne solution pour sortir de la crise. La petite voie de passage que j'imagine, effectivement, c'est une entente à minima, peut-être avec des sociaux-démocrates, une partie du centre et de la droite, sur un budget qui introduirait, par exemple, de la fiscalité sur ce qu'on appelle les super riches, les centimillionnaires, sur les très hauts revenus, qui reviendrait sur les franchises médicales, sur les jours fériés, à l'évidence. Bon. Est-ce que ça va très loin? La réponse est vraisemblablement non. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non, ça n'est pas suffisant. Je poserai tout à l'heure la question à Mme Guettet. Est-ce que même avec un minimum de progrès social, vous auriez... est-ce que vous voteriez contre? Ou est-ce que vous vous abstiendriez? Mais si on va un peu plus loin, je vous laisse répondre juste après, si on va un petit peu plus loin, imaginons que l'Assemblée soit dissoute.
partage l'avis de Guillaume depuis longtemps. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. La tripartition du pays, elle est profonde. On verra. 22 heures notre sondage là-dessus. Moi, je vous le dis, la tripartition du pays, elle est durable, de mon point de vue. Une élection présidentielle anticipée, très bien. Quel que soit l'élu, aurait-il une majorité? La réponse, c'est non. C'est d'ailleurs, au passage, Darius, laissez-moi dire 2 mots d'économie, ce qui inquiète les marchés, plus que la situation budgétaire de la France, la trajectoire. Je vous rappelle qu'au mois de juin, Bruxelles considérait la trajectoire française comme plutôt bonne. On a levé 11 milliards d'euros dans d'assez bonnes conditions la semaine dernière. Non, ce qui inquiète, c'est l'instabilité, c'est-à-dire l'incapacité que nous aurions à trouver une voie de sortie acceptable. Question politique sur ce plateau. Je veux bien répondre quand même Répondez à la question qui m'a été posée. Juste pour poursuivre ce que vous disiez. Oui, je comprends très bien. La première chose, c'est que ce qui inquiète les marchés financiers, c'est aussi le discours catastrophiste de M. Bayrou, qui nous a imposé sa présence sur tous les plateaux de télévision pendant son pot de départ un peu traînant en longueur depuis 15 jours. S'il n'avait pas fait ça, peut-être que les marchés, dont la nouvelle note doit tomber justement en fin de semaine, auraient vu comment la France aujourd'hui peut emprunter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un titre de dette pour 3 acheteurs encore, qu'on emprunte toujours moins cher que les États-Unis, que ça n'est finalement pas si catastrophique. Ça va à peu près. Que la réalité, c'est que ce sont des choix politiques qui doivent désormais être faits. Parce que si la Macronie a creusé le déficit et a fait des dettes supplémentaires, c'est principalement parce que, comme vous le dites, aujourd'hui l'effort national n'est pas réparti entre ceux, notamment avec ceux... J'y arrive. Oui. Vous allez voir. Est-ce que vous prendriez le risque de voter contre un budget justement, je pense que aujourd'hui, ce qui cristallise la colère, c'est notamment le fait que cet effort national n'est pas partagé équitablement et que tout le monde a bien remarqué, quel que soit le camp politique d'ailleurs, ça a été dit sur tous les bords de l'Assemblée nationale aujourd'hui, que les super riches aujourd'hui ne contribuent plus suffisamment pour qu'on ait des services publics. La coalition, la grande coalition dont vous parlez, si on regarde le périmètre qu'il lui faut pour tenir, et je partage ce qui a été dit par Guillaume Roquette, excusez-moi, en effet, sur le fait que de toute façon ce sera de la petite gestion, qu'en réalité il n'y aura pas de grande politique qui sera menée dans cette configuration à l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est possible. Et donc une grande coalition, grosso modo, qui devrait aller des sociodémocrates en passant par la Macronie jusqu'à la droite. Il y a très peu de compromis possibles dans cette configuration-là. La taxe Zuckman, la droite n'en veut pas, par exemple. Les macronistes, pour une bonne part d'entre eux, n'en veulent pas non plus. Donc ça passe pas, par exemple, à l'Assemblée nationale. Oui, mais après, ça peut ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut se faire plaisir avec de la politique fiction, mais que, un scénario socialiste à Matignon, je n'y crois pas une seconde. Je pense que Macron se rit des socialistes depuis 2 semaines, qu'il les balade, qu'il leur a fait visiter Matignon sous toutes les coutures, mais qu'il n'a aucune intention de nommer un socialiste à Matignon. Ils sont prêts à gouverner. Je pense, Olivier Faure l'a dit. C'est très bien pour eux. Ils sont prêts à gouverner, ils le disent absolument sur tous les plateaux, mais ils ne gouverneront pas dans cette situation. Est-ce que vous les censurez, pardon, madame, j'y arrive. Monsieur Macron, au bout de 8 ans, ne veut pas défaire toute sa politique. Donc il veut tenir jusqu'à la fin. C'est quand même un point précis. Nous censurerons tout gouvernement. Dans tous les cas. Nous censurerons tout gouvernement qui ne respectera pas le programme sur lequel nous avons été élus. Nous ne voulons pas de petits bouts d'un peu moins d'austérité. Et je crois que c'est d'ailleurs pas ce que les Français non plus veulent. C'est pour ça d'ailleurs, je vais au bout de mon raisonnement, c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, le problème ne se situe pas à l'Assemblée nationale. La tripartition du champ politique français, elle existe, à mon avis, et vous savez, nous le disons avec les Insoumis, le problème, il est à l'Élysée, c'est Monsieur Macron, parce que c'est lui à nouveau, c'est le fait du prince, là, qu'on va à nouveau commenter pendant des jours et des jours, et c'est lui qui veut continuer sa politique. Comment, de votre point de vue, allez-vous forcer Emmanuel Macron est élu, c'est la démocratie, il a été élu jusqu'en 2027. Comment est-ce que vous voulez le forcer à démissionner? Déjà, il pourrait de lui-même acter le fait qu'on est dans une situation... Vous pouvez lui demander poliment, ça suffira pas. Non mais d'accord, mais il y a les Insoumis, d'accord, nous on le dit, voilà, vous vous êtes habitués, on a déjà déposé 2 motions de destitution, on en dépose une nouvelle demain. Mais il y a Monsieur Copé, Madame Pécresse, donc des hommes et des femmes politiques de droite, il y avait Monsieur de Courson, qui d'ailleurs est membre du groupe Lyot, centriste, relativement centriste. Bref, de plus en plus de gens s'accordent à dire le problème maintenant est un peu à l'Élysée et c'est là que ça coince. Alors, il y a cette motion de destitution, dont nous verrons bien si cette fois le Rassemblement national va encore une fois de plus sauver la peau de Monsieur Macron ou s'il va accepter peut-être de précipiter les choses pour avoir une élection présidentielle et que les gens puissent trancher. Guillaume Roquette. Oui, moi, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Parce que j'ai vu le programme budgétaire du Parti socialiste. Oui. Alors, certes, c'est sans doute pas assez pour vous, mais il y a quand même, sauf erreur de ma part, 27 milliards
d'euros d'impôts en plus. Il y a une vingtaine de milliards de dépenses publiques, 19 pour être exact, 19 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Il y a un abandon de la réforme des retraites. Non. Vous trouvez que c'est pas encore assez à gauche ? Je vais vous dire ce qu'il y a dans ce contre-budget. Il y a 22 milliards d'austérité au lieu des 44 que va chercher M. Bayrou. C'est-à-dire moitié moins d'austérité, mais je le dis, les Français vont souffrir à peu près toujours autant. Il manque des choses assez majeures pour nous dans ce contre-budget. D'abord, c'est une ambition globale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit budget de réformisme. Après tout, ce sont des sociodémocrates, ça n'est pas très surprenant. Il n'y a pas l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a une suspension temporaire dans ce contre-budget. Il n'y a pas l'héritage maximal, par exemple. Donc on ne s'en prend pas au système de reproduction sociale. Il n'y a pas d'ISF climatique. Il n'y a pas une seule mesure en faveur de la bifurcation écologique. Il n'y a pas de hausse ni du SMIC, ni des pensions des petites retraites. Richard Ramos, vous réagissez. Non, mais attendez, juste, ça me paraît important parce que c'est un niveau de renoncement. Partageons un peu la parole. On m'interroge. On acte deux choses. La chute du gouvernement Bayrou, et là, pour le coup, entre M. Bompard et vraiment le schisme entre les sociodémocrates, les socialistes et LFI. C'est-à-dire que là, on a entendu sur tous les plateaux, etc., que pour LFI notamment, il n'y aurait pas de discussion possible avec les socialistes au pouvoir. Ça veut dire que ce nouveau Front populaire... Dans une coalition avec vous, non ? C'est-à-dire que le nouveau Front populaire, qui était à un moment donné en nombre à l'Assemblée, il n'existe plus. Il a également éclaté ce soir. C'est-à-dire que ce soir, on a les sociodémocrates, par M. Glucksmann, par les gens de LFI qui nous disent « je n'irai pas et je ne soutiendrai pas un gouvernement socialiste ». On a acté également une scission. Il n'y aura pas de gouvernement socialiste, M. Ramos. Ça n'existera pas. Pour ma part, je pense que les socialistes ne veulent pas aller au pouvoir. Alors ne commentons pas des scénarios qui n'existent pas. Est-ce que l'heure, passons toutes les hypothèses, arrêtons-nous. Il faut résoudre le problème des Français. Il faut arriver à l'Assemblée nationale, à trouver un axe. Arrêtons-nous s'il vous plaît à toutes les hypothèses. À l'hypothèse du RN, on a entendu hier sur ce plateau Laurent Wauquiez dire pour la première fois qu'il souhaite une grande union des droites qui aille de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. J'aimerais votre réaction là-dessus, c'est-à-dire au-delà de ce qui se passera demain, après-demain. Moi, c'est de Glucksmann à Darmanin. Vous dites Glucksmann. Chacun a son périmètre. J'ai mon périmètre et je le dis très clairement. Darmanin ferait aujourd'hui un candidat qui, à mon avis, pourrait essayer de réunir un certain nombre de gens. Pourquoi lui ? Parce qu'il a quelque chose de populaire. Parce que il est dans la Macronie, il est respecté par une partie de la droite et il a quelque chose chez lui de populaire. On l'a vu à Tourcoing, quand il a été maire avec les classes populaires, il a divisé le Front National, le Rassemblement National par deux, et donc il peut être celui-là, et donc je pense qu'il faut aller chercher cet axe entre M. Glucksmann et M. Darmanin. Oui. Bon, sur les Républicains, il faut regarder, c'est intéressant, la répartition des votes sur le vote de confiance. Vous avez un tiers des Républicains qui votent macronistes, qui sont totalement macronisés, qui ont soutenu le gouvernement Bayrou. Vous avez un autre tiers qui a rejeté la confiance, et puis vous avez 9 abstentions. Et vous avez un ventre mou qui ne sait pas trop, qui a peur, qui ne sait pas trop où se situer, etc., qui n'a pas de courage, bon, comme on le connaît depuis longtemps. C'est un canard sans tête, les Républicains. Voilà. Ça n'a pas de colonne vertébrale, ça n'a pas de boussole, ça n'a plus de leader, et ce qui est désespérant, c'est que vous avez des électeurs, et nous appelons les électeurs sincères des Républicains, des patriotes, des souverainistes, qui sont attachés à l'entreprise, à la valeur travail, au mérite. Nous les invitons à nous rejoindre, à rejoindre Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que eux, vous leur offrez un euro. Eux, ils ont des convictions sincères et leurs convictions peuvent arriver au pouvoir. Après, il faut bien dire, enfin, moi je vais rejoindre, une fois n'est pas coutume, c'est peut-être historique, mais je vais être d'accord avec Madame Guettet sur un point. Les députés socialistes... C'est souvent. Non. Arrêtez. Non, avec Madame Guettet, jamais. Mais très clairement, les députés socialistes ont été élus dans une alliance avec la France Insoumise, comme des députés d'opposition. Donc, c'est une trahison. Ce serait une trahison qu'ils aillent à la gamelle et qu'ils entrent au gouvernement. Ce serait également une trahison qui maintiendrait ce gouvernement en place. C'est vous qui avez refusé de voter 6 fois la censure. Madame Guettet, notre accord s'arrêtera là. Vous avez sauvé Bayrou pendant un an. Vous avez voté en 2017-2022 pour Emmanuel Macron. Vous avez fait alliance avec eux en 2024. Pourquoi vous avez refusé que la destitution soit à l'ordre du jour ? Nous, on respecte les institutions. On n'est pas pour des destitutions. La destitution, c'est prévu dans la Constitution, monsieur Odoul. Il faut la lire au moins une fois. La véritable destitution, c'est pas de voter pour lui au moment des élections. Ça, c'est quand même le principe élémentaire. Mais je vous apprendrai la démocratie. Mais très clairement, aujourd'hui, les députés socialistes qui veulent entrer au gouvernement, je le dis, renient leurs électeurs
leurs valeurs et leur alliance. Parce que je le répète, ils ont été élus comme des députés d'opposition. On peut changer d'alliance dans la vie. Ah oui, mais dans ce cas, il faut se représenter devant les électeurs. Vous croyez oui. Ah bon. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont peur de la dissolution. Les députés socialistes savent très bien que sans alliance avec l'extrême gauche, les 3/4 d'entre eux ne seraient pas réélus. Et c'est pour ça qu'ils tremblent à l'idée La France Insoumise n'est pas d'extrême gauche, monsieur Odoul, et vous le savez très bien. Les trois politiques qui sont autour de cette table. On a entendu tout à l'heure M. Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, nous dire que les Français étaient dans un immense soulagement de voir partir François Bayrou. Les apéros, les pots de départ pour Bayrou se sont déroulés. Se déroulent encore dans plusieurs régions de France. Mais dans le même temps, on sait que les Français, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Vous dites un changement de politique, vous dites la même chose. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve des solutions. Oui. C'est pour ça qu'ils vont voter. Oui. C'est pour avoir des solutions. La seule solution que vous leur proposez, c'est d'être chacun dans votre couloir, malgré les accords ponctuels que vous pouvez avoir, comme ce soir. Est-ce que c'est vraiment cela que veulent les Français ? Il y a un paradoxe, pardon, je vais aller finir. J'essaye de parler depuis tout à l'heure, donc je vais juste finir ma phrase. Ils n'ont pas voté pour M. Bayrou. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les Français sont paradoxaux. Ils sont peut-être, comme vous le dites, soulagés de voir partir le Premier ministre François Bayrou, mais dans le même temps, ils vous en veulent. La défiance à l'égard du monde politique est immense parce qu'ils veulent que vous leur trouviez des solutions et que pour l'instant, ces solutions, on ne les a pas et qu'il faut quand même un budget, et c'est pas Pascal qui dira le contraire, budget à la France. C'est mieux. Quand il y a un budget, c'est quand même plus simple. Voilà. Moi, j'ai plusieurs choses à répondre à ça. La première chose, quand même, c'est que le nœud de la crispation, c'est les élections législatives que M. Macron a lui-même convoquées l'année dernière. Je le rappelle, c'était pas spécialement une demande populaire. Il a décidé de le faire parce qu'il estimait qu'il était dans une situation de blocage. Et ensuite, il n'a pas respecté le résultat de ces élections. Donc on peut nous dire les Français sont à la fois soulagés, mais exaspérés parce qu'ils veulent ce pourquoi ils ont voté, que des politiques et des changements soient mis en place. Ils n'ont certainement pas voté ni pour M. Barnier, qui avait fait moins de 5% à l'élection juste avant qu'il soit nommé, et certainement pas non plus pour M. Bayrou, qui n'a qu'un petit groupe à l'Assemblée nationale. Donc les Français, j'ai envie de... Non, mais les Français sont cohérents dans leur comportement politique et leurs attentes depuis 2 ans. Et ils nous disent aussi très clairement, ils nous disent 2 choses. 80% d'entre eux voulaient voir M. Bayrou partir. 67% d'entre eux veulent voir M. Macron partir. Ça tombe très bien. Le 10, c'est mercredi. Il y a un mouvement de mobilisation sociale d'ampleur. Et le mot d'ordre, c'est quand même de faire partir M. Macron. Arrêtons-nous un instant, entrons dans le concret. Avec là, vous voyez quelques-unes des hypothèses en matière de Premier ministre. J'aimerais votre avis là-dessus, notamment Guillaume Roquette. Quand on voit, il y a l'hypothèse, si on veut, gauche un peu technique, rassurante, enfin, tout dépend d'où on se place, avec Cazeneuve, Lombard, Le Drian. Il y a l'hypothèse Xavier Bertrand. Il y a Madame Yael Braun-Pivet. Elle a été convoquée, c'était ce matin, je crois, qu'elle était à l'Élysée. Et puis, il y a Sébastien Lecornu, dont on parle depuis si longtemps, Madame Vautrin et votre favori, Gérald Darmanin. Ce que je remarque, c'est qu'il y a effectivement quelques socialistes, mais c'est plutôt des socialistes historiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des socialistes actifs, ce sont des socialistes réservistes. Honoraires. Comme on dirait. Oui, plutôt honoraires, c'est ça. Par exemple. Non, mais je dis ça sans aucune ironie. Non, pas du tout, c'est pas votre genre. Non. Un homme comme Jean-Yves Le Drian, par exemple, jouit d'une respectabilité et d'une estime qui traverse les bancs politiques. Et c'est justement parce que lui, il n'est pas actif, il n'est pas comme Olivier Faure ou Boris Vallaud cet après-midi qui demandait quasiment le scalp de M. Bayrou. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, tous ces candidats, ils sont de centre-gauche à droite. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens de droite là. Alors peut-être Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand, c'est une droite sociale. Et c'est un homme qui disait qu'il fallait briser les mâchoires. Est-ce qu'il y a une voix là, pardon ? Est-ce qu'il y a une voix ? Est-ce que ces hommes-là, ou cette femme, ou ces femmes peuvent, disons, arriver à naviguer de telle façon que ce sera difficile de les censurer, en tout cas dans un premier temps? Je pense qu'ils peuvent essayer. Je pense qu'ils ont un certain nombre de dispositifs qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, s'ils n'arrivent pas à faire voter un budget tout de suite, faire des ordonnances pour repousser le problème un petit peu plus tard. Donc oui, ils peuvent tenir, en fait. Ils peuvent essayer de durer encore un petit peu. Mais ça, c'est pas gouverner. Je pose la question, est-ce que c'est souhaitable pour le pays? C'est-à-dire que moi, je me demande s'il ne faudrait pas
plutôt revenir aux urnes et dire aux Français, regardez, nous sommes dans une impasse. Alors certes, on n'est pas du tout sûr de s'en sortir, parce que le problème des Français, Valérie Lataff disait, ils sont paradoxaux. Mais je trouve qu'ils sont surtout divisés, quoi. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, tant que vous avez ces 3/3 et qu'il n'y a pas de coalition, soit du côté gauche, soit du côté droit, je ne vois pas comment on s'en sort. Julien Audoul ? Non. Bon, déjà, ce qu'on nous présente, c'est quand même le musée Grévin des fautifs et des coupables de ces 20 dernières années. Enfin, ils ont tous une responsabilité écrasante, chacun à leur niveau. Alors, certains plus que d'autres, évidemment, dans la situation désastreuse dans laquelle nous sommes. C'est triste, en fait, de voir ces visages comme seule alternative pour durer un petit peu. Et moi, je rejoins effectivement Guillaume Roquette. À quoi ça sert de faire perdre aux Français et au pays encore quelques semaines pour le même résultat, pour la même politique, pour la même censure, pour la même chute du gouvernement? Richard Ramos, répondez, là, c'est les vôtres qui sont attaqués. Il faut effectivement en revenir aux urnes et expliquer aux Français que nous sommes, j'ai terminé d'une phrase, nous sommes dans une situation de blocage et que c'est les Français qui ont la clé pour constituer une nouvelle majorité. Sans trucage, sans désistement, ils auront la clé. Mais je pense qu'ils ont retenu la leçon. Richard Ramos, musée Grévin, vous devez répondre. Musée Grévin, s'il y en a un qui est ministre, il sera obligé de les appeler Sire. C'est les grosses têtes, bravo. Pardon. Mais... Monsieur Roquette disait qu'il n'y a pas de gens de droite. C'est pas tout à fait vrai. Le parcours de Madame Vautrin, de Monsieur Lecornu, il me semble, ou de Monsieur Darmanin, c'est quand même un parcours... Ou de Monsieur Bertrand. Ou de Monsieur Bertrand, pardon, de droite. Avec des droites différentes, mais... Ils se sont ralliés au macronisme, ce qui est d'ailleurs tout à fait estimable, mais ils ont quitté leur parti d'origine. Madame Vautrin vient de porter... Juste en 20 secondes, Madame Vautrin vient de porter une réforme importante, une réforme sociétale, qui est la légalisation de l'euthanasie en France. Je ne pense pas que ce soit dans l'univers culturel de la droite. En tout cas, pas de celle que je connais. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que ces gens-là ne sont pas d'une culture de droite. Ce n'est pas vrai. En tout cas, encore une fois, et quand on voit, par exemple, je pense à... Moi, je ne crois pas que M. Cazeneuve, pour ce coup, pourrait être dedans, parce que M. Cazeneuve, il a déjà fait son pas de côté, j'ai envie de dire, contre LFI. Je pense que le PS, lui, pour essayer de pouvoir trouver un accord, aura besoin, encore une fois, de se dégager des LFI. Parce que M. Faure, je pense, il l'a dit, c'est pour ça qu'on a acté ce soir la séparation entre le PS et LFI. M. Faure, il a besoin, lui, d'avoir quelqu'un qui permette, je dirais, un peu cette ouverture. Non, je sais que les Français adorent la politique, parfois même les politiques aguerris, mais est-ce que vous croyez que le problème, c'est ces visages? Ah non. C'est pas les personnes. La question, c'est on peut faire quoi? Moi, je pense qu'on n'a plus de temps à perdre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, très bien, c'est une galerie de portraits, des gens tout à fait honorables, socialistes honoraires pour certains, toujours élus pour d'autres, etc. Il faut mieux Premier ministre. Il faut quand même Premier ministre, pardon. Mais non, il faut d'abord... Mais c'est le problème français, Darius, vous qui découvrez progressivement la culture française, vous devriez voir que le problème, c'est précisément... Dans tous les pays, il faut quand même un chef de gouvernement. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, c'est pas vrai. Dans tous les pays, on fait pas ça. Non, on pense qu'il y a un homme... La constitution de la 5e, elle est faite comme ça. Un providentiel, c'est plus le cas. Enfin, on devrait avoir compris ça dans ce pays, qu'il faut se mettre d'accord sur un programme politique de gouvernance du pays. Ensuite... On trouve le casting. Mais la Constitution n'est pas faite pour ça. Ce que nous ont demandé les Français, c'est... Pascal, ça fait depuis 2022... Moi, je veux une 6e République, donc je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que... Depuis 2022, des gens qui ne pensent pas la même chose puissent travailler ensemble. C'est ça. Et on n'a pas réussi. C'était un cul-de-sac. Et on n'a pas réussi. Là, on est face à l'Himalaya, est-ce qu'on va être capable, des gens qui ne pensent pas tout à fait la même chose, sur un accord gouvernemental, de travailler ensemble? Si on n'y arrive pas, alors on aura l'autre choix qui seront les deux extrêmes. C'est ça qui est devant nous. Et donc il faut faire un accord de gouvernement. On sait que dans la 5e, on attendra la présidentielle. Un accord de gouvernement avec des gens qui ne pensent pas la même chose. Allons-y. Attendez, Richard Ramos, soyons précis là. Vous dites qu'il faut effectivement, et c'est ce qu'introduisait Pascal Perry, il faut un accord de gouvernement, une discussion comme les Allemands le font. Par exemple, il y a un accord de coalition. Avec les gens vont trouver ça écœurant. Qui est-ce que vous aurez autour de la table? Ils vont continuer à être dégoûtés de la politique. Dans le groupe de Gabriel Attal, il l'a annoncé. Dans Horizon avec Édouard Philippe. Dans le groupe le gouvernement est tombé. C'est exactement la même. Une partie est LR, et on rajoute
ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le décrochement des sociodémocrates de ce pays à LFI, et mon arc de Glucksmann à Darmanin, j'y reviens tout le temps. Et donc, c'est soit on est capable de faire ça... Glucksmann, c'est 2 députés. Soit ce sera... Non, c'est aussi un état d'esprit, c'est au-delà de ça. Aux européennes, Glucksmann, il était devant vous. Oui, mais il a fait 2 députés à l'Assemblée nationale. On parle de l'Assemblée nationale. Il a fait des millions de Français. Donc ça veut dire que vous voulez aller du PS aux Républicains. Il a fait des millions de Français, aux européennes. Bien, si on n'arrive pas à créer cet arc-là de gens qui ne pensent pas tout à fait la même chose, on aura le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais pourquoi avoir fait des 49.3 sur tous les budgets si jamais c'était pour faire du compromis et de la grande coalition? C'est quand même un changement de pied intéressant en Macronie. Oui, moi, je voudrais faire un tout petit point de doctrine sur ce que M. Ramos appelle, et j'aimerais partager son optimisme, le virage social-démocrate des socialistes. Mais je suis désolé, mais le contre-budget socialiste, c'est mai 80 en pire. Enfin, c'est tout sauf social-démocrate, si vous voulez. Vous avez 40 milliards d'aggravation de la dépense publique entre les hausses d'impôts et l'augmentation des dépenses. Alors, peut-être que vous arriverez à les... C'est cruel, parce qu'il y a un axe, je remarque qu'il y a un axe, Clémence Guettet, Guillaume Roquette, pour des raisons opposées, vous tapez sur les socialistes. C'est pas bien. Non, mais moi, encore une fois, j'avoue que je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce contre-budget socialiste. Les sociodémocrates... Vous lirez le nôtre la semaine prochaine. Dans toute l'Europe, ça va vous plaire. C'est ça, dans les pays du Nord en particulier, ce sont des gens raisonnables en économie. Ce sont des gens qui ont fait depuis longtemps leur révolution copernicienne, consistant à dire il faut d'abord créer la richesse avant de la redistribuer. Et les seuls qui créent la richesse, ça je suis peut-être pas d'accord là-dessus avec Mme Guettet, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Et s'ils sont riches, tant mieux. Non, mais et surtout, on ne les taxe pas. Ceux qui créent la richesse, c'est les entreprises, mais l'entreprise, vous dites, pardon, les entreprises, ça n'est pas les patrons. L'entreprise, c'est 4 composantes. C'est 4 composantes, l'entreprise. C'est 1, le patron, 2, les actionnaires, 3, les salariés et 4, le client. C'est-à-dire que quand on défend les entreprises, il n'y a pas d'entreprise sans client. Et donc, quand on défend l'entreprise, on défend aussi les travailleurs. Mais quand les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, il n'y a plus de clients. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, pour être très concret sur l'hypothèse que vient d'émettre Richard Ramos quand il dit, voilà, il y a quand même une voie, c'est-à-dire un programme de gouvernement, tous ceux qui étaient déjà dans le socle commun, plus les PS. Non, mais ce programme de gouvernement n'existe pas. Ça va être la répétition des mêmes erreurs et des mêmes échecs. On le sait. D'ailleurs, on l'a bien vu avec François Bayrou, qui a reçu multiples alertes, qu'il allait dans le mur, qu'il fallait changer de cap, qu'il fallait faire des bonnes économies et non pas toujours les mêmes. Mais ils en sont incapables. Ils en sont incapables parce qu'ils ont cette idéologie, ce logiciel qui est plus fort qu'eux, qui est cette soumission aussi à l'Europe de Bruxelles, qui est sur la perte de souveraineté, qui est un mantra permanent et qui accompagne Emmanuel Macron. Donc ils en sont incapables. Le seul changement, je le redis, ne pourra intervenir que d'un changement de majorité et donc d'orientation politique. Voilà. On ne pourra pas... Et alors, encore une fois, il y a 2 éléments bloquants. C'est effectivement le manque de majorité à l'Assemblée et c'est aussi, il faut bien le dire, un président qui aujourd'hui, pour un Français sur 2, et c'est énorme, et c'est inédit dans la Ve République, est un élément perturbateur de la vie politique, et un Français sur 2 souhaite sa démission. Au point où nous en sommes, je rappelle d'abord que dans 28 minutes maintenant, nous divulguerons un sondage très intéressant sur l'opinion des Français, sondage exclusif pour LCI, concernant la dissolution, et aussi et surtout, s'il y a dissolution, l'état des forces en présente, les intentions de vote. On verra si vous êtes démenti ou non, Pascal Perry, si vous avez... Voilà, vous allez voir, c'est très intéressant. Oui. Évidemment, les prochaines étapes, c'est demain matin la démission de François Bayrou, remise au président de la République. Et justement, rendons-nous à Matignon.